Bonjour à tous, bienvenue aux auditeurs qui vont nous rejoindre. J'ai le plaisir de modérer cette conférence sur la place des simulateurs numériques dans les instituts de formation avec nos trois experts. Donc Amanda Dubrec, qui est directrice du centre de l'IFSI du CH de Niort. Nous aurons le plaisir d'accueillir Marion Laurent, qui est cadre de santé formateur sur l'IFSI de Bordeaux, et Monsieur Arnaud Barras, qui est cadre supérieur à l'IFSI de Chalon-sur-Saône et formateur en simulation en santé. Donc, pour un petit rappel par rapport à la mise en place de cette webconférence, pour les auditeurs, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions à tout moment pour qu'on puisse nous les recenser et pouvoir interagir par la suite. Ces règles seront rappelées tout au long de la séance. Donc, en guise d'introduction, permettez de faire un rappel au sens où effectivement la simulation de manière générale est recommandée depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, d'après le rapport de l'HAS, qui a été repris dans le rapport IGAS de 2017. Effectivement, la simulation doit faire partie intégrante de la formation des professions de santé. Quant à la simulation numérique et la place dans les soins infirmiers, un certain nombre d'auteurs et des récentes publications vont toutes dans le même sens, qui disent qu'il y a un intérêt majeur pour mettre en place de la simulation numérique, essentiellement pour aussi le développement du raisonnement clinique des étudiants infirmiers. Par contre, les auteurs s'accordent tous que l'outil numérique vient en complément de la formation et ne remplacera pas la formation en tant que telle. D'après Gilles Chignara, effectivement, vous le savez tous, mais c'est un rappel, il y a différentes modalités de simulation, telles que le procédural, le patient standardisé ou la simulation haute fidélité. Quant à elle, la simulation numérique vient faire, on va dire, le chaînon manquant, mais elle vient faire le lien entre ces trois autres modalités. Et donc, elle peut intervenir tant sur la formation initiale que la formation continue. Alors, à ce jour, d'après une récente étude que nous avons menée, effectivement, sur les 323 IFSI de la région de France, essentiellement, il y en aurait au moins 90% d'IFSI qui mettent en place la simulation dans leur formation. Simulation, toutes modalités confondues. En ce qui concerne la simulation numérique, donc qu'elle soit par écran, donc sur ordinateur, ou en modalité réalité virtuelle, donc en simulation numérique tout confondu, effectivement, on retrouverait qu'un tiers des IFSI français utilisent la simulation numérique dans leur formation. Alors, en fonction de la modalité pédagogique, et nous verrons les différentes modalités, effectivement, si nous utilisons la simulation numérique en distanciel, donc l'apprenant peut être seul chez lui à domicile, effectivement, ça demande un certain nombre de ressources individuelles et des compétences tant cognitives, métacognitives ou motivationnelles de l'étudiant. Et donc, l'étudiant doit lui-même se connaître pour apprendre au mieux et s'autoréguler dans son propre apprentissage. Donc, nous verrons quelles sont peut-être les modalités pédagogiques intéressantes au cours de cet échange. Donc, sur le projet de la collection de simulateurs numériques chez Sim4Health, pour un rappel simple, puisque peut-être certains auditeurs n'ont pas la connaissance de cet outil, effectivement, 27 IFSI de la région Nouvelle-Aquitaine, donc au sein d'une même région, 30 cadres formateurs ont participé à l'élaboration de simulateurs numériques pour les 10 compétences. Et donc, elles ont tout un lien commun, elles suivent tout le chemin clinique du patient. Donc, pour faire un rappel rapide, un petit peu avoir un aperçu de cette collection, je vous propose de suivre une petite minute de vidéo avant de passer à nos experts. Donc, effectivement, sur la compétence 1, nous pouvons voir que cette jeune femme intervient dans différents univers. Vous pouvez aborder aussi des consultations pluriprofessionnelles en vue d'un retour à domicile, un patient qui est en rééducation en post-AVC, par exemple. Et puis, en fonction de la modalité pédagogique, on peut retrouver soit sur ordinateur, soit sur tablette, mais l'étudiant peut être seul ou le faire en groupe avec ses collègues pour faire un débriefing commun par la suite. Ceci est encadré toujours par un cadre formateur. Effectivement, ça permet
d'aller dans différents univers pour les patients, tant à l'hôpital qu'à domicile. Et puis l'autre modalité, là, c'est réalité virtuelle, où là, l'apprenant a un casque sur les yeux et il immerge dans une situation clinique particulière. Donc, sans plus attendre, nous allons passer la parole à Madame Amanda Dubré. Et donc, chère Amanda, par quels moyens, vous, en tant que directrice, vous avez pu impliquer votre équipe pédagogique pour la mise en place de ces simulateurs numériques? Et en fait, ça s'impliquait déjà dans un projet de développement de la simulation en santé en général, puisque 2 labos avaient été ouverts. Et lorsqu'il y a eu appel à projet et candidature par rapport au développement de ces Serious Games, de fait, j'ai impliqué donc une cadre supérieure de santé qui est devenue d'ailleurs ensuite pilote de groupe d'accompagnement dans le montage de ces Serious Games et Serious Games, simulation numérique, et 2 autres formateurs. Donc, ça a permis effectivement qu'il y ait une réimplication de ce dispositif et du coup de pouvoir en parler au reste de l'équipe qui était déjà très sensibilisée au développement de la simulation en santé et donc du coup de pouvoir travailler avec eux au fil de l'eau de la constitution de ces simulations numériques. Aujourd'hui, on en a donc 10 à disposition qui sont complètement impliqués dans le projet pédagogique sur les unités intégratives et donc l'ensemble des étudiants en bénéficient et on travaille aussi auprès des étudiants et auxiliaires de PER puisque ces simulations et ces jeux sérieux peuvent vraiment être utilisés en pluriprofessionnalité et pour tous les formés. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et il est vraiment impliqué dans le projet, parce que ça me semble indispensable, avec une formation obligatoire, à mon sens, de l'ensemble des formateurs au débriefing, puisque ça, c'est le cœur du dispositif. C'est vraiment indispensable pour accompagner les étudiants dans leur professionnalisation. Ben oui, oui, tout à fait. Et d'autant plus que, d'après ce que vous êtes en train de dire, effectivement, c'est l'ensemble de votre équipe qui est formée pour une meilleure intégration du projet. Est-ce que vous pensez que sur des IFSI où peut-être 1 ou 2 formateurs impulsent le projet peut démarrer? Oui, tout à fait. Enfin, on a démarré, moi j'ai démarré à 5 personnes sur l'équipe. Il y a en tout 28 formateurs. Il y a 5 ans, il y avait 5 personnes qui avaient envie de se lancer. Et puis la formation, l'accompagnement de ce copil au reste de l'équipe a fait qu'aujourd'hui, 100% des formateurs sont tout à fait impliqués dans le projet, n'imagineraient pas une formation sans les simulations d'ailleurs. Et de toute façon, ça monte en puissance et toute l'équipe est impliquée dans ce projet. Parce que pour eux, convaincus de l'utilité de la simulation, de toute façon, en formation. Et en termes de temps, en tant que directrice, comment vous avez pu articuler la mise en place de ces simulateurs dans votre projet pédagogique? Est-ce que ça a nécessité une réingénierie totale et refonte du programme, du programme en tout cas de la séquence? Comment... Alors au tout début, quand on a lancé les labos, évidemment c'était du plus. Et puis on a réfléchi à intégrer vraiment ces temps dans le projet. Et de fait, quand sont arrivés la simulation numérique, ça a été mis dans le projet et c'est du temps on a fait du remplacement en fait. C'est-à-dire que d'autres TD, d'autres méthodes utilisées ont été transformées et utilisées. Ce temps est utilisé vraiment dans le projet pédagogique. C'est vraiment du temps impliqué et repensé en ingénierie. On a revu l'ingénierie complète du programme. Donc c'est une totale refonte. Oui, on a été obligé de revoir les choses, mais effectivement, ça en fait partie intégrante. Bien sûr. Et on n'imaginerait plus sans, d'ailleurs. Donc, merci beaucoup, Amanda. On va passer pour avoir ce côté justement de terrain plus proche, on va dire, en tout cas avec Marion, qui en tant que formateur, comment, toi Marion, tu as perçu la simulation numérique comme un outil de développement des compétences de tes étudiants? Déjà, en fait, la simulation, elle est arrivée avec le référentiel de 2009. Elle nous a été quand même bien développée au travers de toutes les équipes. Donc, c'est assez naturellement qu'on est arrivé à la simulation numérique. Et on l'a pris comme
comme une technique d'apprentissage. Et en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a de multiples techniques d'apprentissage qui permettent du coup de diversifier pour l'étudiant ces possibilités d'apprentissage. Et c'est là qu'on touche à la compétence, c'est qu'on est dans une formation en alternance et qui nécessite une professionnalisation de terrain, mais il y a des temps en IFSI et il y a des temps en stage. Alors moi, je suis plutôt partante du au plus près du réel, et c'est ça que fait la simulation, et notamment la simulation numérique, puisqu'en fait, on se rend compte que les étudiants, quand ils vivent une simulation numérique, ils éprouvent la situation, ils éprouvent des émotions, et c'est ça qu'on cherche en fait, à ce qu'ils reproduisent finalement en stage. Donc ça a été assez naturellement que l'équipe a inséré les simulations numériques. Alors nous, on les a insérées dans les unités d'intégration, puisque c'est là qu'on travaille la compétence. Mais pour autant, maintenant, alors ça commence à faire déjà 1 an à peu près qu'on utilise ces simulateurs, on envisage certaines visites à l'intérieur d'unités d'enseignement, soit en introduction, soit en conclusion, soit en accompagnement d'un moment particulier. Et alors, nous, on a fait plusieurs tests, hein, et je me souviens très bien du premier test où on a fait participer nos étudiants et des formateurs, et où les étudiants, évidemment, étaient extrêmement contents, mais par contre, nous ont tous dit « Ouais, mais ça, il faut qu'on soit accompagné. » Et c'est en ça, aujourd'hui, que c'est un vrai enjeu pour les équipes, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est quelle place a le formateur pour accompagner ses étudiants sur ces outils. Parce qu'en effet, c'est un super outil, comme il y en a beaucoup, mais celui-là fonctionne vraiment. Et donc, on a testé, hein. Je pense que dans tous les IFSI, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. On a testé en plénière, en petit groupe, à 2, à 3, à distance. Et finalement, c'est en testant que les équipes, et en tout cas les formateurs, accompagnent le mieux les étudiants. Donc c'est une réelle plus-value dans la multiplicité en fait des techniques d'apprentissage qu'on peut proposer aujourd'hui à des étudiants qui sont aussi extrêmement hétérogènes dans leur façon d'apprendre, dans leur façon de ressentir, dans leur anxiété face aux patients, aux stages, à la théorie. Et donc, c'est aussi ça qui permet du coup d'accompagner les étudiants. Et dans ce que j'entends dans votre réflexion, quand vous le faites en groupe, donc c'est-à-dire, je suppose, en salle informatique à plusieurs, est-ce que vous privilégiez plutôt de faire un étudiant par ordinateur, ou vous allez mobiliser peut-être un peu le socio-constructivisme en mettant par binôme? Et est-ce vous avez testé peut-être un nombre maximal d'étudiants par ordinateur? Alors, au départ, on n'avait pas suffisamment de matériel informatique, donc du coup, on l'a testé en plénière, alors à 20, et c'était les étudiants qui animaient. C'était intéressant, mais finalement, on retrouvait plutôt la dynamique du TD classique, avec du coup cette possibilité pour les étudiants de ne pas suivre. Et donc, justement, cette dimension socio-constructivisme nous manquait. Et donc, on a décidé, et puis grâce à la littérature, de les mettre alors en binôme ou en trinôme, donc à 2 ou 3. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu une vraie émulation. Alors, on ne convaincra pas tout le monde, mais ce n'est pas notre objectif. Mais en tout cas, on va pouvoir… en fait, là, ça fait des petites dynamiques de groupe qu'on reprend, qu'on accompagne. Le formateur est là pour accompagner ces petits groupes. Et au travers de ça, il y a une réelle émulsion au niveau des connaissances. Alors, ils ne se servent pas de tout pendant la simulation, ils y reviennent, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ils savent vers où on va. Il y a des objectifs qui sont bien posés, et ils servent de ça après, en stage. J'en suis persuadée. Et donc, dernière question avant de passer à notre dernier intervenant. J'entends que vous laissez la possibilité à vos étudiants d'y revenir une fois l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils ont un accès à distance. En fait, on ouvre la session, et notre partie pour le moment, c'est de le laisser encore après.
Alors, on n'a pas encore défini combien de temps. Est-ce que c'est jusqu'à la fin du semestre? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de l'année? Pour le moment, on a fait des petits tests, mais l'idée, c'est de leur laisser cette possibilité-là, oui, de l'ouvrir juste avant, pas qu'ils le fassent avant, qu'ils le fassent avec nous, mais par contre, après, qu'ils puissent y retourner, au moins pour aller chercher les connaissances qui en sortent. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un contenu dans ces jeux. Alors justement, dans ces jeux, dans ces simulateurs, il y a un réel contenu pédagogique qui a été travaillé par des formateurs d'IFSI et qui s'adapte parfaitement dans le programme actuel. Et c'est ça qui est aussi la plus-value, c'est que ça ne sort pas de nulle part, quoi. Ça sort de formateurs en IFSI et ça se voit sur le simulateur. Tout à fait. D'autant plus que là, on n'a pas l'image à l'écran, mais effectivement, pour faire un rappel à nos auditeurs, à chaque fois qu'il y a des questions de connaissances théoriques, il y a un onglet à la fin sur les réponses, commentaires, où là, les formateurs ont renforcé la réponse, se sont appuyés sur les données probantes, les textes d'ouvrage, les lectures scientifiques, et auxquels l'étudiant peut en faire référence. Et au même titre que durant l'acquisition et le déroulé du simulateur, l'étudiant a accès à des annexes qui le renvoient à des données probantes aussi. Donc, enfin, dans l'écologie de l'axe simulé, effectivement, on va accueillir Arnaud Barras, qui est formateur sur l'IFSI de Chalon-sur-Saône. Et en tant que formateur en simulation, Arnaud, j'aimerais bien avoir ton retour. Comme tu sais que la modalité simulation implique forcément différentes phases, le briefing, la phase de simulation et le débriefing. Et donc, toi, en tant que formateur, comment tu as pu intégrer, quelle est la place du débriefing dans cette simulation numérique? Comment tu t'y es pris? Alors, bonjour à tous déjà. Effectivement, en fait, alors pour faire un petit peu l'historique, on fait de la simulation, nous, depuis 2012 sur l'IFSI. Avec les balbutiements, pleine échelle et autres. On avait déjà commencé des serious games en 2015, ce qui nous a donné déjà l'expérience de savoir comment on pouvait mettre et comment on pouvait impliquer le débriefing. Et on avait fait une étude à l'époque qui nous avait permis de voir que quand même, grâce au débriefing sur la transfusion, on avait des meilleurs résultats sur la 4.4 S4, une unité d'enseignement en 4.4 qui était liée à la transfusion. Et puis, on a vu les simulateurs de chez vous qui sont venus avec effectivement, on n'était plus dans l'ordre du serious game, mais bien dans le côté du simulateur numérique. Et effectivement, comme pour toute simulation, pas de simulation sans débriefing. Donc derrière, on a travaillé effectivement à construire des débriefings suivant alors, les années, suivant nos objectifs. Le principe, c'est de faire le jeu sur le groupe formateur qui va s'occuper des étudiants et on va axer sur les points essentiels, saillants qu'on veut débriefer autour de tel ou tel élément de compétence pour essayer d'avoir un discours assez homogène quand on fait le débriefing avec nos étudiants. Ensuite, après, on a réfléchi finalement en fonction des modalités. C'est-à-dire que pour certains, on les a laissés s'entraîner chez eux sur une longue période et on a débriefé à l'Institut avec nous. Pour d'autres, au contraire, on aura fait faire les jeux à l'Institut et on a séquencé les débriefings en fonction des situations. Ça, on réfléchit, on se décide avant par rapport aux modalités pédagogiques. On a eu l'occasion de faire une petite étude là pour voir un petit peu, pour essayer d'apprécier au niveau du semestre 1 comment les étudiants avaient perçu au niveau satisfaction, le jeu, le débriefing. On est à 95% de satisfaction, de très satisfaction par rapport au débriefing, parce que pour eux, c'est vraiment, ça a permis, ce qui revient à peu près dans toutes les questions posées, puisqu'on a posé des questions ouvertes, c'est que ça a permis d'analyser leurs erreurs, de leur faire prendre conscience de leurs erreurs. Ils pensent que c'est vraiment un temps important. Ils aiment bien le point de vue aussi différent des uns et des autres, se retrouver à travailler collectivement. Ce qu'on s'est aperçu aussi, pour en avoir discuté aussi avec Marion et Amanda, c'est que aussi on avait certains étudiants, lorsqu'ils font le scénario tout seul, ils ne vont pas forcément voir les corrections que propose le jeu. On est aussi là pour les amener à découvrir les conférences de consensus, les bonnes pratiques et autres. Et effectivement, c'est ce qu'on disait, ils y retournent souvent après. Le débriefing aussi amène à s'approprier
un petit peu ces outils. Et puis surtout, comme tout débriefing, hein, on fait ça déjà par petits groupes. Et puis, on a le principe, c'est qu'on essaye de décontextualiser, là, pour le coup, de la situation de simulation pour les amener à pouvoir recontextualiser ces éléments-là dans leur pratique de stage. Hein. Donc, en plus, on a trouvé que c'était un chouette outil de révision, hein, par rapport à l'unité d'intégration, puisqu'elle faisait quand même la synthèse de tous les enseignements. Donc, voilà, c'était aussi notre rôle, il était d'arriver à mettre en lien, finalement, leur montrer en fait toutes les unités, comment on mettait en lien toutes les unités d'enseignement qu'on leur amenait comme élément en fait, d'acquisition de la compétence. Pour faire un point et pour aider peut-être dans la compréhension à nos auditeurs, dans chaque simulateur qui correspond à une compétence, il y a 3 situations de soins qui évoluent en fonction du patient et qui évoluent en fonction du chemin clinique. Et donc, il y a 3 situations par compétence. Et donc, dans le débriefing, par rapport à ces 3 situations qui sont indépendantes mais qui se suivent, est-ce que tu organises un débriefing global et général à la fin, ou est-ce que tu organises un débriefing à la fin de chaque situation? Donc 3 mini débriefings plus un complet. Comment Alors là, on s'y est pris, notamment sur la compétence 3. Au contraire, on a fait 3 débriefings par rapport aux situations parce qu'on ne visait pas du tout les mêmes objectifs, quoi. C'est-à-dire que notamment après la situation 1, c'était quand même sur un concept qui n'est pas forcément facile de faire la différence entre autonomie et dépendance. Là, le jeu amenait vraiment à ça, enfin le simulateur amenait vraiment à comprendre cette différence-là entre ces concepts. Donc, on a passé un peu de temps sur la première situation à vraiment comprendre ces concepts-là. Et qui, effectivement, on était plus dans les soins sur les autres situations. Donc, au contraire, et puis, c'est moins lourd de séquencer les débriefings. D'accord. Effectivement, je pense que c'est un petit peu le retour, puisque comme chaque situation est indépendante, il est intéressant, voire nécessaire, de faire un débriefing à la fin de chaque situation. Je rappelle à nos auditeurs qui peut-être nous ont rejoints que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat pour que nous puissions en faire une synthèse et en tout cas pouvoir faire émerger les questions qui en ressortent. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions, nous allons les traiter. Est-ce que par rapport à une des premières questions qui nous vient du chat, si on aborde les questions, il y en a une, elle est au sens où effectivement de proposer une simulation gratuite puis d'autres payantes à l'unité. Donc pour faire effectivement la simulation, enfin la collection de simulateurs numériques est payante, mais vous achetez une licence par étudiant pour une validité de 1 an. À ce jour, il n'est pas prévu que chaque compétence soit indépendante, mais après, les choses peuvent évoluer par la suite, les années venant, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Voilà. Par rapport à une question sur peut-on considérer le dispositif d'enseignement comme un dispositif d'apprentissage mixte ou en blended learning? Effectivement, vous pouvez voir qu'avec la simulation numérique, du fait que ce soit numérique, vous pouvez choisir la modalité pédagogique. Et on a vu quelques exemples avec nos intervenants. Il y a soit la possibilité de laisser les étudiants à travailler à distance, donc c'est-à-dire seul en autonomie chez soi, ou de le faire sur une salle informatique au sein de l'IFSI, tout accompagné par un cadre formateur, ou sinon en session plénière. Allez-y, si Arnaud ou Marion, vous voulez vous lancer sur les différentes modalités que vous avez pu tester, à votre sens. Non, moi, il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que je suis pour, évidemment, les formations distancielles, voire numériques, mais par contre, pour moi, l'humain et l'accompagnement du formateur est nécessaire. Mais après, ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après. L'idée, c'est juste de ne pas laisser l'étudiant tout seul face à son ordinateur et lui dire, bah voilà, voilà le contenu et digérez-le. Sinon, là, on revient sur l'idée que on est dans de la connaissance pure, et ce qui n'est absolument pas le cas de la simulation numérique. Amanda? Moi, j'ai deux… Ah, pardon.
Allez, deuxième. Effectivement, de toute façon, le formateur est absolument indispensable, surtout dans un premier temps, je trouve, parce que le débriefing donne l'appétence à l'intérêt de ce simulateur. Et après, souvent, les étudiants y retournent spontanément et à distance parce qu'en fait, effectivement, ils sont confrontés en stage à devoir revisiter obligatoirement certaines situations qu'ils ont vues en simulation. Et du coup, ils y retournent spontanément et, parce qu'ils ont un vrai intérêt à y retourner. Donc, cette appétence à l'intérêt du simulateur se fait aussi grâce au formateur et grâce à l'intérêt qu'a ce simulateur avec le débrief. Donc, ça me semble franchement indispensable. Mais après, effectivement, le laisser open pour que les étudiants puissent y retourner, ils y vont vraiment et ils veulent y retourner d'ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que les étudiants me renvoient, que vraiment c'est une vraie valeur ajoutée de pouvoir y retourner et les revisiter au moment d'une mise en stage en fait. Tu voulais apporter, Arnaud, comme complément? Finalement, le simulateur numérique, ce n'est qu'un outil. Un outil de développement, on l'a vu, des compétences et autres. C'est-à-dire que quand tu prends la typologie de jeter charrette, là, les Canadiens, ils avaient identifié que le cas concret, c'était aussi de la simulation. Et le cas concret, oui, l'étudiant peut le travailler tout seul, mais il a du sens quand on le travaille en TD. Et ben, le simulateur numérique, c'est pareil. C'est à un moment donné, il peut s'entraîner chez lui, il peut le faire et autres, mais tout l'intérêt, toute la substance de l'apprentissage, elle va avoir lieu pendant le débriefing. Et je rejoins Amanda sur le fait que les étudiants, ils y retournent sans arrêt, puisque nous, cette année, les troisième années, en fait, et ils nous ont demandé est-ce qu'on leur ouvre les droits pour les autres compétences, en fait, des semestres d'avant. Parce qu'ils ont trouvé l'outil sympa, donc ils y retournent eux-mêmes. Mais effectivement, c'est ce que disait Marion aussi, c'est vraiment le formateur qui va donner les clés d'entrée, quoi. Et c'est comme toute modalité pédagogique, en fait. Tout à fait. Et dans ce sens, j'avais une question qui tournait au sens, est-ce que vous impulsez l'ouverture de la session avant le stage ou après le stage? Est-ce que vous pensez qu'il y a un renforcement de faire aussi après, ou dans l'objectif de de faire des liens, par exemple, hein, je ne sais pas, est-ce que c'est un intérêt ou pas? Quel est votre point de vue à tous les trois? Amanda? Pour moi, les deux. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est effectivement, enfin nous, on les planifie dans nos unités intégratives, mais il est évident qu'en retour de stage, on pourrait tout à fait imaginer de les réutiliser de manière de faire au contraire inductif-déductif. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça marche vraiment à tout moment. On pourrait même imaginer de faire revenir les étudiants en stage, en cours de stage, pour revisiter ces simulateurs qui permettraient de revisiter certaines compétences. Alors, nous, au CHU Bordeaux, on les fait plutôt avant le stage. Pour qu'ils puissent, notre idée, c'est quand même qu'ils puissent le retransférer derrière. Et justement, alors, comme c'est au plus près de la réalité, eh ben, ils vivent quelque chose et du coup, quand ils le revivent derrière sur le terrain, qu'est-ce qu'ils en font et comment ils progressent par rapport à ça. Donc, on le met plutôt en amont et souvent, on le met en lien aussi avec de la simulation situationnelle pour justement qu'ils puissent éprouver dans différentes situations en fait, les mêmes choses et développer leurs compétences. Tout à fait. Ce qui m'amène à une autre réflexion qui ouvre un petit peu dans le champ simulation au sens large dans chaque établissement de formation, c'est la création d'un parcours simulation, d'un parcours pédagogique simulation, et donc travailler sur une même thématique, les différents apports de simulation par rapport à la même thématique. Quelles sont vos expériences par rapport à ces créations d'enseignement, justement, Marion ou Amanda ou Arnaud? Arnaud, tu as un retour sur ça? Non, nous, tous nos semestres en fait sont construits avec des points essentiels. Par exemple, sur le semestre 5, tout ce qui était autour de la douleur, des morphiniques, des antalgiques et autres. Et du coup, on a construit autour de ça une séance de simulation pleine échelle sur l'erreur d'administration de morphine. Et puis, du coup, on a utilisé le simulateur numérique quand même qui prend en compte ça. Puis, on a quand même des référents douleurs qui viennent pour expliquer la PCA, puis des cours magistraux. C'est-à-dire
on multiplie finalement les outils pédagogiques, les techniques pédagogiques pour finalement, on se dit qu'à un moment donné, avec un thème commun, pour que l'étudiant s'y retrouve finalement dans la modalité dans laquelle ils comprennent le mieux, quoi. Et on voit bien que c'est une corrélation, et c'est pour ça, par rapport à la question de tout à l'heure, aujourd'hui, nous, on aurait tendance à plus utiliser le simulateur numérique en fin de semestre, un peu comme on fait pour la simulation pleine échelle, pour faire une synthèse des différentes unités d'enseignement dans l'unité d'intégration. Voilà, c'est la différence. De la même façon. De la même façon. Et chez vous, à Niort, parce que vous avez un IFSI neuf, ou en tout cas des labos de simulation complètement refaits. Oui. Donc, vous avez créé aussi, il me semble, un parcours Oui. pour vos étudiants. Ah oui, on a des situations emblématiques qui se sont visitées avec un parcours en parallèle d'un parcours de soins. Donc, du coup, on utilise et les labos, et le simulateur, et le 3D. Le virtuel, parce que ça permet effectivement d'avoir des approches multiples, telles que ça vient d'être dit, et sur une même situation, ce qui permet aux étudiants vraiment de se mettre dans une vraie réalité et du coup de construire ses compétences. Et c'est très sécurisant parce qu'effectivement, quand ils se retrouvent en stage dans des situations similaires, le transfert se fait plus facilement. Et puis, l'avantage du simulateur, c'est qu'on a entre guillemets droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut se louper. Il y a un débrief derrière et du coup, c'est intéressant pour l'étudiant. En tout cas, c'est ce qui ressort souvent en bilan. Une autre question qui rentre un petit peu dans ce champ-là, c'est par rapport à la satisfaction des apprenants face à l'outil. Alors, je sais bien qu'il y a quelques études qui montrent une satisfaction, et donc j'aimerais avoir votre ressenti. Je précise aux auditeurs qu'à l'heure actuelle, même si on aimerait tous avoir des données probantes sur le réinvestissement des compétences acquises par toute simulation confondue chez nos étudiants infirmiers, il n'y a que très peu d'écrits qui ressortent. On est très tôt sur les simulateurs numériques, donc peut-être que c'est une piste de recherche commune à l'ensemble de nous tous. Mais en tout cas, vous, quelle est la satisfaction de vos étudiants en tant que formateur, directeur ? Nous, ils sont très satisfaits. Après, on est qu'au début, mais pour le moment, là, nous, au semestre donc impair, là, 1, 3, 5, les 1000 étudiants ont fait, nos 1000 étudiants ont fait le jeu. Le simulateur numérique dans différentes compétences et on a eu une satisfaction importante. Après, voilà, on n'a pas encore mesuré la transférabilité mais en tout cas, ils y voient un sens. Déjà pédagogique, ils y voient un sens dans leur apprentissage, voire pour les troisième années, ils y voient un sens dans leur professionnalisation. Ça c'est certain. Et nous, on a une petite étude confidentielle, mais qui aide déjà à certaines pistes autour de la satisfaction du jeu sur la compétence 3. Et finalement, ça a permis de dégager certains points, ne serait-ce que l'immersion qui a bien fonctionné entre les points forts et le scénario, les règles du jeu et l'immersion, qui finalement, on note une corrélation entre l'immersion et la satisfaction du jeu. L'autre chose aussi, c'était finalement que certains ont rencontré quelques bugs techniques. Et par contre, quand il y a les bugs techniques, on sent qu'il y a une insatisfaction par rapport au jeu. Et dans l'autre sens, c'est pareil, dès l'instant où le jeu se déroule bien. Donc, toujours l'importance que la technique fonctionne bien. Et puis, quand même, de manière plus globale, c'est le fait d'apprendre de manière différente, le fait de toujours ce droit à l'erreur, que ça les aide aussi au niveau des révisions. Ça permet de remobiliser les connaissances de la compétence 3. Et ça, par contre, ils ont bien axé sur le fait que pour eux, il était indispensable d'avoir eu des contenus avant autour de la compétence 3 pour réaliser le jeu. Tout à fait. Pour répondre à une des questions de nos auditeurs et en lien avec ce que tu viens de dire, par rapport aux bugs techniques, la situation de cette collection en particulier peut se faire de deux manières, soit une lecture en ligne, ce qui est moins recommandé, puisque c'est source quand même de haut débit à Internet. Et sinon, le fait de la télécharger sur les ordinateurs nécessite aucune donnée Internet par la suite. Donc, ce qui est
ce qui nécessite que l'ordinateur ne soit pas forcément ultra puissant, puisque ça fonctionne sur tout type de tablette. Donc, quand on sait que les tablettes sont souvent moins puissantes qu'un ordinateur, on a compris la chose. Une autre question qui nous est posée et qui, à mon sens, fait aussi du lien par rapport à la formation continue et le retour d'expérience, peut-être avec l'expérience pratique dans les hôpitaux pour la formation continue des professionnels en place. Effectivement, je pense que la simulation numérique a un intérêt fort, peut-être en vue d'une harmonisation d'un contenu pédagogique, de la remobilisation des connaissances, comme vous les avez tous les trois apportées pour la formation continue. Amanda, quel est ton positionnement par rapport à la formation continue des professionnels qui auraient peut-être bénéficié de cette formation par simulateur qui sortent de l'IFSI, ou ceux qui sont déjà en poste et qui pourraient en bénéficier? Comment Moi, je suis convaincue qu'on peut s'en servir en formation continue. Et effectivement, moi, c'est un projet que j'ai d'utiliser les simulateurs pour effectivement remettre de monter en compétence certains professionnels ou peut-être nouveaux professionnels, changement de chargement de service ou autre, où on peut travailler étroitement avec la formation continue, la DRH, si on a envie effectivement de proposer l'ouverture de ces simulateurs aux professionnels. Donc actuellement, nous, on a déjà mené cela en partenariat dans les labos de simulation, entre autres sur la formation aux urgences entre internes et puis nos étudiants de troisième année. Mais on réfléchit à comment effectivement pouvoir utiliser les simulateurs. Ça représente les 10 compétences du métier infirmier. Donc, on peut tout à fait les utiliser en formation continue. Et justement, on avait une réflexion tout à l'heure sur le fait qu'en termes de pluriprofessionnalité, est-ce qu'il y a un intérêt peut-être à ce qu'il y ait des infirmiers diplômés viennent peut-être refaire du lien entre le terrain et l'IFSI pour accompagner ces étudiants face à un simulateur? Comment vous voyez les choses? Là, on peut tout à fait imaginer, là, nous, ce qu'on envisage sur la compétence 3, entre autres, c'est de faire de la pluriprofessionnalité en formation initiale entre les étudiants infirmiers et les élèves AS. Mais on peut tout à fait aussi l'imaginer avec un infirmier terrain, avec nos étudiants. Du coup, ce serait entre guillemets un encadrement via le simulateur. Mais effectivement, ça pourrait être très riche à mettre en place. Effectivement. Alors nous, ça fait partie de notre projet en fait. Ouais, On a 18 scénarios de simulation pleine échelle qui tournent et dans chaque scénario, on a déjà des professionnels qui interviennent. Ça fait partie des… On a toujours besoin, soit c'est des cardiologues, soit ça va être des préparateurs en pharmacie sur certains scénarios, soit des infirmiers en psychiatrie, soit en fait, on a toujours des internes et autres. Soit ils sont dans le simulateur, soit ils aident à la construction du scénario, soit au débriefing. Ça a toujours été pour nous l'outil de la pluriprofessionnalité. Et on met bien sûr nos élèves aides-soignants, étudiants infirmiers et internes dans les mêmes scénarios. Et ce qui m'en vient à apporter une réflexion à l'ensemble de l'auditoire, effectivement, et je m'avance moi personnellement, mais je pense qu'il y a des choses qu'on partage tous les quatre, sur le fait que dans notre cœur de métier, dans notre profession, en vue de la montée en puissance de la simulation, toutes modalités confondues, et donc ce sera peut-être une réflexion pour Amanda en tant que directrice, effectivement la place d'un portfolio de simulation et prochainement d'un parcours simulation des étudiants en vue d'avoir une certaine acquisition selon les différentes modalités. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Et moi, je pense que ce serait super intéressant. De toute façon, il n'existe pas en tant que tel ce portfolio de parcours simulation, mais on pourrait tout à fait l'imaginer, puisque nous, en tout cas, on commence là. Alors évidemment, tout dépend de la grandeur de l'IFSI et des possibles que l'on a, mais là, on commence à avoir une montée en puissance sur tout type de simulation, en passant par les labos, passant par la simulation numérique, passant sur le virtuel. Et donc, effectivement, les étudiants aujourd'hui ont tous bénéficié de tous ces dispositifs. Et donc, tous les étudiants qui sortiront auront eu ce parcours. Donc, c'est un vrai parcours à valoriser. Ça, c'est clair. Un portfolio serait un outil intéressant de traçabilité. Oui, surtout la traçabilité au sens où derrière, on va vers la recertification médicale. Et donc, on pourrait, à juste titre, penser une recertification des paramédicaux à un moment donné. Et peut-être qu'un employeur
quand on lui montrerait ce portfolio, en disant voilà, moi je me suis entraîné sur simulateur tant de temps sur les différentes modalités, c'est peut-être en vue des règles de bonne pratique aussi un gage de qualité de formation essentiellement. Et donc ça pourrait être intéressant. Je vais garder sur les 20 dernières minutes, enfin en tout cas 10 bonnes minutes sur la partie réalité virtuelle qu'on n'a pas encore abordée, puisque dans la simulation numérique, il y a deux phases, la simulation sur écran, donc sur ordinateur ou tablette, et puis il y a la simulation par réalité virtuelle où l'apprenant a un casque sur les yeux et qui l'immerge dans une situation de soins, quelle qu'elle soit, dans peu importe l'univers. Et donc, il y a deux scénarios qui ont été développés par les 30 cadres formateurs des 27 IFSI de la région Nouvelle-Aquitaine, qui portent à ce jour sur la transfusion sanguine, la pose de transfusion sanguine et la pose de chambre implantable. Donc, pour rappel par rapport à l'auditoire, effectivement, la simulation par réalité virtuelle, il n'y a pas de retour haptique des mains, donc on ne fait pas du geste, mais on est là dans le respect de la procédure. Et donc, essentiellement, sur une pose de transfusion sanguine, on va faire la procédure par rapport à l'identitovigilance, les règles de bonne pratique sur la concordance du sang avec la carte pré-transfusionnelle. On est là sur ça. Quelles sont vos expériences? Il y a deux expériences particulières. Je sais qu'à un moment donné, Marion, vous l'avez testé avec certains de vos étudiants. Et en parallèle, Amanda, vous avez carrément une salle dédiée à la réalité virtuelle. Donc, quels sont un peu vos retours de points communs ou divergents par rapport à cette modalité pédagogique? Marion. Alors, quand je l'ai fait tester aux étudiants, c'était des étudiants de 3e année, donc qui avaient déjà eu les enseignements de la transfusion, voire qui avaient validé leur unité d'enseignement 4.4 S4, enfin, d'ailleurs, qui l'avaient validé. Et en fait, ce qui était intéressant pour eux, c'était qu'on travaillait sur la procédure, justement. Et que ils n'avaient pas, alors ce qu'ils m'ont bien dit, hein, c'est qu'ils n'avaient pas la pression du service, ils n'avaient pas la pression de la réalité, ils étaient dans une réelle situation, ils éprouvaient les choses, mais pour autant, ils n'avaient pas cette pression-là, ils avaient le temps de réfléchir et ils avaient le temps de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse après, et là, on touche un point hyper important, c'est celle du raisonnement. Et le fait que ce soit des étudiants de 3e année qui m'aient dit ça, ça a participé au fait que les liens dont on parle souvent en formation, c'est aussi grâce à ça qu'on les crée. Et que le lien, alors on essaie de le développer dès la première année, mais finalement c'est aussi avec le temps de formation qu'ils vont réussir à les développer. Et là, le fait qu'ils soient complètement immergés dans cette situation, seuls, mais pour autant accompagnés, puisqu'il y a le formateur qui est à côté, il y a la voix de l'infirmière qui le guide. Il y avait cette idée de finalement on peut se lancer, on peut le faire, alors que parfois en stage on n'ose pas, on va rester à observer. Non, là on le fait, et en plus ce qui était bien, c'est qu'ils se sentaient guidés, donc finalement presque accompagnés virtuellement dans ces différentes étapes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est face à des étudiants qui sont quand même assez anxieux, ou qui vivent une pression en stage ou dans leur vie personnelle et professionnelle importante. Et donc, du coup, je pense que de pouvoir leur permettre de se mettre dans un univers plus sécurisant et dans lequel il y a moins de pression, c'est finalement travailler sur cette confiance. Et dans notre métier, la confiance, c'est extrêmement important. Et vous, Amanda, dans votre... Alors, nous, on est équipés, donc effectivement avec une salle dédiée. Donc, ça va nous permettre, et en formation premier instant pour la 4.4, donc de développer cette pratique qui est quand même à risque, la transfusion sanguine. Et puis, de permettre effectivement en 3e année d'y retourner et de le refaire. Parce qu'effectivement, je partage complètement ce point de vue, c'est que c'est certaines techniques à risque, et du coup, ça sécurise le professionnel de demain, et en 3e année, ils sont d'autant plus demain professionnels, donc ça va très vite. Et le fait de pouvoir s'entraîner, parce que c'est de l'entraînement aussi, ça les aide beaucoup à prendre confiance. Donc oui, et on est vraiment, les étudiants nous le redisent clairement, c'est qu'on est dans l'ambiance, quoi. On est dans une situation complètement réaliste.
Et c'est vraiment une vraie préparation à la professionnalisation. Bien sûr, là aussi, il y a des formateurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de laisser seuls les étudiants à s'entraîner sans retour et sans débrief, parce que là aussi, il en faut un de toute façon. Que ce soit en premier apprentissage, que pour la validation, enfin en vue de l'entraînement pour la 4-4, qu'en atelier de renforcement, il faut de toute façon que le formateur soit là en débrief. Ça, c'est indispensable. Il y a une chose importante que je voudrais rajouter parce que j'ai beaucoup entendu avec la réalité virtuelle, on apprend du soin infirmier. Ça, c'est faux, on n'apprend pas du soin infirmier. On apprend un raisonnement au travers d'une procédure et qui permet finalement de travailler. Alors, je l'ai déjà dit, la mise en lien, mais la compétence et le développement de la confiance et sur des pratiques qui peuvent être difficiles et qui demandent à l'étudiant finalement d'aller chercher des possibilités, enfin des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être qu'il ne met pas forcément en œuvre simplement. Mais on n'apprend pas du soin pur, puisque finalement, en tout cas sur celui de la transfusion, l'idée c'était vraiment qu'ils éprouvent la procédure pour qu'ils comprennent les étapes les unes après les autres, pour qu'ils soient sécurisés sur ces étapes et qu'ils les aient fait au moins une fois. Alors là, pour le coup, on pourrait presque dire jamais la première fois sur un patient. Là, ça va dans la réalité virtuelle et qu'ils puissent, ils peuvent pas se tromper. Ils vont y arriver et justement du coup il y a aussi cette satisfaction de je vais y arriver, j'y suis arrivée et c'est grâce à cette procédure finalement ça y est j'arrive à la suivre et j'arrive je l'ai acquise quoi. Tout à fait, mais c'est là où vas-y Arnaud, vas-y. C'est quand même pour revenir de manière plus globale sur ce projet parce que ce soit Marion ou Amanda ne le diront pas, mais moi qui suis finalement en Bourgogne, où ces chapeaux sur toute la collection, quoi, que ce soit les simulateurs numériques ou la réalité virtuelle, c'est qu'ils ont surtout travaillé des objectifs nous, quoi, pour les formateurs, pour les soins infirmiers. Quoi. Et nous, c'est un vrai plaisir. Moi qui ai eu quand même l'occasion de travailler avec d'autres jeux qui n'étaient pas à l'origine produits par des formateurs, par des directeurs de soins, enfin des gens du milieu, au bout d'un moment, il n'y avait pas ce raisonnement dont parle Marion, il n'y avait pas ces aptitudes dont parle Amanda. Et je pense que vraiment, vous avez fait un super boulot en Aquitaine parce que finalement, c'est ce qu'on attend dans une formation en soins infirmiers. C'est vraiment l'outil adapté avec des objectifs qui sont réfléchis d'acquisition. Amanda ? Oui, c'est tout à fait juste. Quand il y a eu appel à candidature, moi j'ai impliqué une de mes cadres supérieures de santé, qui est Claudine Craner, qui est devenue pilote sur ces projets, et 2 autres formateurs, et plein d'autres ici ont envoyé bien sûr des formateurs à travailler, parce que c'est ça la vraie valeur ajoutée de ce simulateur, c'est que c'est construit par des formateurs d'instituts. C'est-à-dire que c'est des personnes qui connaissent le métier infirmier. Du coup, ils sont réels, quoi. Ils sont réels jusqu'au bout des savoirs indispensables au métier et de la compétence à développer associée aux 10 compétences du métier infirmier. Et ça, c'est central. Parce qu'effectivement, il y en a plein sur le marché. Mais moi, j'ai trouvé hyper intéressant cette envie que ce soit des formateurs de soins infirmiers qui soient impliqués dans la construction et dans des cibles d'objectifs. Et là, je rebondissais sur la réalité virtuelle, je reviens un petit peu en arrière, mais comme c'est du numérique, ça permet aussi, on pourrait très bien être à Châlons et à Bordeaux ou à Niort et se retrouver dans la même salle ou la même chambre d'un patient à 3 univers différents, à 3 moments, mais en même temps. Et donc, ça pourrait être l'étudiant de semestre 6 qui vient tutorer l'étudiant de semestre 3 de Bordeaux, par exemple. Et donc, ça, le numérique le permet. Voilà. Pour répondre à une question qui nous est abordée sur la partie tarifaire, puisqu'il nous reste 10 minutes avant de conclure, sur la partie tarifaire, je reviens sur les 2 choses. Donc, effectivement, la collection de simulateurs numériques, donc les 10 compétences, il y a un tarif annoncé à 50 € par an et par étudiant pour l'ensemble de la collection. Bien sûr, en fonction du nombre de licences souscrites et du nombre d'IFSI d'une même région qui souscrivent, les prix baissent et donc deviennent
abordable, voire plus abordable, voire ultra compétitif. Je ne sais pas quel est le meilleur terme. Les régions sont favorables aussi au soutien. Par rapport à la réalité virtuelle, forcément, donc il y a un dispositif, c'est comme une PlayStation, hein, donc il y a le côté ordinateur et casque qui est un lot, et le côté du logiciel où il y en a deux, la transfusion sanguine et la pose de chambre implantable. Donc c'est un logiciel pour une validité de 1 an, utilisation illimitée par licence. Ça coûte aux environs de 1500-1800 euros. Et le logiciel, donc c'est-à-dire le casque et l'ordinateur, lui, il y en a sur un copier à peu près de 3000 euros, 3500 euros. Voilà. Par rapport à une question sur l'investissement sur une salle de réalité virtuelle, effectivement, il faut, à mon sens, une salle qui fasse au moins 15 mètres carrés avec le matériel dont je vous ai cité. Et avec ça, vous arrivez à être ultra performant. Est-ce qu'il y a avez-vous donc une expérience avec le groupe? Et je voudrais rebondir sur une dernière question que je viens de voir. Effectivement, par rapport à la réalité virtuelle, comme c'est du numérique, et comme l'a très bien dit Marion, il y a un apprenant qui est guidé par un formateur et le reste du groupe regarde, puisqu'il y a une projection sur un écran, de ce qui est vu par l'étudiant. Donc derrière, le reste du groupe peut regarder ce qui est vu, ce qui est fait, bénéficie des commentaires du cadre formateur qui accompagne, et donc derrière, le débriefing peut être commun et doit être commun. Voilà, donc ça c'est aussi un des apports. Quelle est la place de l'unité intégrative, place de différentes solutions, compétences travaillées? Ça a déjà été abordé. En tout cas, est-ce qu'il y a des apports, des commentaires supplémentaires, que ce soit Arnaud, Marion ou Amanda, sur cette approche? Il nous reste moins de 5 minutes avant qu'on conclue. J'aurais bien juste quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Amanda et Marion. C'est quand même la formation des formateurs qui est quand même hyper importante à la simulation, à l'esprit simulation. Parce que finalement, ensuite, quel que soit le type de simulation qui est mise en place, qu'on soit dans la réalité virtuelle, dans le simulateur numérique, simulation pleine échelle, procédurale, on aura toujours le même esprit, la même attitude simulation, c'est-à-dire à plus être dans un accompagnement que d'être sur un côté professoral. Hein, il y a vraiment quelque chose à développer autour du débriefing, quoi, des compétences en débriefing en fait. C'est primordial et je pense qu'il y a beaucoup d'IFSI aussi tentent, puisque c'est un investissement, hein, tentent d'investir dans la formation de leurs formateurs. Justement, vous avez, vous, Marion et Amanda, je crois, perçu différentes postures ou attitudes de vos collègues vis-à-vis de cette formation, vis-à-vis de l'étudiant, le côté émotionnel, le côté plus proche peut-être de l'étudiant, quelle était la plus-value qu'il soit formé, par exemple, à la simulation? En fait, c'est complètement un changement de posture, mais c'est un changement de paradigme. En fait, tout à l'heure, il y avait une question à l'écran sur est-ce que finalement la simulation numérique est à côté des autres enseignements? Non, elle est complètement insérée. Après, on sort du schéma classique de on vous descend des connaissances, on teste les connaissances et voilà ce que vous avez retenu. On peut le faire en inductif, c'est-à-dire on vous donne les connaissances et vous les éprouvez, vous travaillez autour de ça, ou en conclusion, on peut l'utiliser de différentes manières, mais c'est une forme, et ça, il faut vraiment en être convaincu, et c'est en ça que la formation, elle est ultra importante, c'est que c'est de l'apprentissage. Mais c'est plus de l'apprentissage, le formateur est plus celui qui donne le savoir. Il est celui qui va accompagner ce savoir et ce développement de compétences. Donc forcément, la formation, elle est hyper importante en amont pour expliquer tout ça, mais je pense qu'elle est surtout importante au fur et à mesure, une fois que les formateurs ont commencé à travailler autour de la simulation numérique, il faut les accompagner eux aussi
à retrouver leur place, à retrouver leur posture de formateur dans ces nouvelles méthodes. Et ça, c'est en ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Arnaud, quoi. La formation, elle est fondamentale en amont et après, tout le temps. En fait. Et j'aimerais renforcer ce que tu dis sur le fait que la formation de formateur en simulation t'apprend le débriefing quand on sait que le débriefing peut être castrateur s'il est mal employé, pas employé. Exactement. Et donc, c'est en ce sens que la formation de formateur est primordiale pour garder un côté sécuritaire et bienveillant et qui va dans le sens pédagogique. Complètement. Le débriefing, la formation est indispensable. On ne le fait pas, c'est pas intuitif, hein, ça nécessite une formation, une vraie formation. Par contre, effectivement, quand on est formé au débrief, on est formé pour de la simulation pleine échelle en labo, on peut l'utiliser auprès des simulateurs, on peut l'utiliser en virtuel, mais il faut absolument que l'équipe soit formée. Ça, c'est franchement indispensable. Après, on peut commencer entre guillemets petit, hein, c'est-à-dire moi au départ, il y a 5 ans, c'était un copil, c'était 5 formateurs, et puis on forme 2 personnes de plus, et puis les choses se diffusent au sein de l'équipe avec un accompagnement des uns des autres, avec évidemment un projet à la clé, parce qu'il faut qu'on soit convaincu de l'intérêt de cela. Et du coup, ça fonctionne. Moi, aujourd'hui, tous les formateurs sont formés et on ne reviendrait pas en arrière, ça c'est clair, sur l'utilisation de la simulation de tout type. Donc évidemment que la simulation numérique et les simulateurs ont été de suite utilisés parce que pour l'équipe formée, c'est une évidence et que c'est une vraie valeur ajoutée. Pas seulement, ça ne remplace pas tout, c'est parmi tout le reste de formation, mais c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Oui, il y a une autre chose importante, c'est que la prise en main, elle est aussi très facile. Enfin voilà, le simulateur, il est simple à utiliser, il ne demande pas de compétences particulières. On n'a pas besoin d'avoir forcément un geek dans notre équipe pour réussir à s'en servir. C'est très facile et donc ça aide aussi toute génération de formateurs à s'y mettre, quoi. Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant. Ouais, moi, un retour d'expérience quand même pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent la question. Nous, on a utilisé effectivement des simulateurs numériques qui marchaient avec Internet et qui coinçaient quand le flux n'était pas bon. C'est très difficile d'assurer ces contenus, ces débriefings et autres. Là, la solution proposée avec les simulateurs numériques, c'est qu'on n'a pas besoin de la connexion une fois que les jeux sont téléchargés. Et ça, c'est vraiment une plus-value hyper importante dans nos équipes. Ça, c'est clair. Pour répondre à une question sur le côté de la formation des formateurs, effectivement, en France, il existe des DU de formateurs en simulation en santé. Il y a des diplômes européens en langue française dans un grand CHU du sud de la France, pour ne pas le citer. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver ça. Effectivement, il y a aussi certains industriels qui vendent de la formation. Maintenant, il faut avoir une formation qui soit reconnue et qui répond au code de la simulation, et donc il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Il y avait une dernière question avant de conclure sur le côté, on revient sur l'aspect tarifaire. Effectivement, il faut bien prendre en compte qu'il y a plusieurs choses. La simulation pleine échelle avec un mannequin et qui plus est haute fidélité à un coût de 40 à 80 000 euros. Un investissement de simulateur numérique, effectivement, vous avez vu le prix par licence qui peut être en fonction du nombre de souscriptions, donc dégressif. Et puis la réalité virtuelle qui, elle, a un coût aux alentours de, schématisons, 4 500 euros, 5 000 euros pour être équipé. Donc, c'est vrai qu'il faut voir en fonction des budgets, c'est des choses qui sont à prévoir. Mais par rapport à la réalité, enfin la simulation numérique comparée à la simulation pleine échelle, et ne serait-ce que sur le contenu pédagogique, effectivement, il y a une harmonisation du contenu pédagogique au sein des simulateurs, puisqu'un simulateur qui soit fait à Châlons, à Bordeaux ou à Niort, c'est le même, alors que l'enseignement peut être abordé de manière différente, et donc ce minimal de contenu pédagogique est harmonisé. Donc ça, c'est une des plus-values. J'aimerais prendre les 2 dernières minutes pour faire une synthèse un petit peu de nos échanges, même si les dernières questions peuvent arriver, pour faire une conclusion de ce sens. Effectivement, on a pu voir et entendre et échanger que la simulation numérique, elle est en complémentarité de la formation théorique et des autres enseignements par simulation.
Par rapport à la littérature et ce qu'on a vu par le réinvestissement dans le secteur clinique, effectivement, la simulation numérique permet ou favorise le raisonnement clinique. Et quand on sait que quand on arrive à mettre les attributs de ce raisonnement clinique, donc être plus efficient, donc d'avoir une conduite de soins plus rapide, c'est gage de qualité par rapport à l'apprenant. Cette anticipation et ce raisonnement clinique, elle peut être fait en toute sécurité par rapport aux différentes modalités simulation de manière générale. Et donc ça, c'est gage de l'intégration de la qualité des soins. Mais on l'a bien vu, il faut que ça s'inscrive dans un parcours pédagogique. Il faut que ce soit réfléchi en réingénierie avec une équipe, par un copil, par un directeur, par des cadres formateurs qui sont dynamiques pour pouvoir impulser ces formations, puisque sinon, effectivement, ça mettra plus de temps et peut-être que ce sera de l'investissement, je dirais, à perte et c'est réellement dommage. Et donc, que ce soit en tout cas la simulation numérique, on peut le voir qu'elle peut être faite en formation initiale, comme c'est le cas, en formation continue, comme très bien l'a abordé Amanda, et ne serait-ce que pour les professionnels déjà en place qui peuvent se reformer, voire se recertifier. Ça favorise aussi la pluriprofessionnalité si des étudiants travaillent avec des étudiants aides-soignants sur des compétences 3 qui sont de leur rôle propre, ou des infirmiers en poste qui viennent tutorer des infirmiers de formation initiale. Et puis, il y a une harmonisation du contenu pédagogique qui est apportée par une base commune traitée. Donc là, au sein d'une même région, la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, eh bien, 8000 étudiants bénéficient du même apport. Donc, si vous sur la région Bourgogne, on est en train de mettre en place des choses de ce type de manière élargie pour avoir cette harmonisation. Et puis, forcément, ça implique une formation en volume puisqu'on va toucher un certain nombre d'étudiants en masse, puisque c'est moins financièrement peut-être coûteux que de refaire des simulations pleine échelle avec nécessitant 3 formateurs, un copil de 10 étudiants, alors que là, on peut avoir une formation un peu plus large. Et donc, si cet entraînement sécuritaire, et là, je pense que c'est propre à l'ensemble de la simulation, s'entraîner de manière sécuritaire, on peut être sécuritaire pour soi, puisqu'on va gagner en confiance, comme on l'a vu. Si on est sécuritaire pour soi, on est sécuritaire pour le patient. Et donc, derrière, par rapport à cette amélioration du raisonnement clinique, cette anticipation, la priorisation de nos actions, eh bien, on va être sécuritaire, mais surtout, on va gagner en amélioration de la qualité des soins. Et ça, c'est un gage aussi de qualité pour une institution hospitalière, privée, voire même pour ceux qui sont en libéral, puisqu'il y a des simulateurs numériques aussi dédiés aux infirmiers libéraux. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires sur le chat. Si vous avez des questions particulières, vous avez des coordonnées qui s'affichent. On a eu une question de mise en relation avec certains de nos intervenants. Donc, bien sûr, vous pourrez avoir les adresses et coordonnées mail de nos intervenants sans aucun problème. On vous le fera parvenir. En tout cas, il est possible que cette session soit rediffusée prochainement. Donc, vous pourrez aussi retrouver toutes ces informations si certains de vos collègues n'ont pas pu la suivre. Donc, merci beaucoup à nos 3 experts et intervenants, Arnaud Barras, Marion Laurent et Amanda Dubray. Je remercie la société pour nous avoir permis cette diffusion. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention ainsi qu'à tous les auditeurs, en espérant que ça vous ait pu apporter un certain nombre d'informations. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.